je suis Benoît Sago-Duvauroux, donc je suis ingénieur de formation. J'ai beaucoup travaillé dans le monde de la robotique et puis je me suis orienté depuis une dizaine d'années dans le domaine des exosquelettes depuis 2004. Je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de troubles musculo-squelettiques et puis d'exosquelettes, voir à quoi ça peut servir, dans quelle mesure ça peut être adapté à un certain nombre de problématiques. Alors les troubles musculo-squelettiques, on dit les TMS, c'est devenu aujourd'hui la cause principale de maladies professionnelles ou d'arrêt de travail. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu énormément de choses de fait dans l'industrie sur le premier niveau des arrêts de travail qui étaient les accidents du travail, avec la mise en place de ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle, donc les casques, les chaussures de sécurité, les gants, qui représentait énormément d'accidents. On a bien protégé ça et le nombre d'accidents du travail, même si on en entend beaucoup parler en ce moment à la télé et à la radio, a extrêmement diminué. La deuxième cause d'arrêt ont été plutôt des arrêts liés à des capacités des personnes, donc le problème du bruit, le problème des yeux. Hein. Donc il y a eu beaucoup de choses de fait sur les bouchons d'oreilles, sur les lunettes de protection, pour éviter aussi les troubles qui peuvent générer des dysfonctionnements visuels ou auditifs, notamment les gaz d'échappement également, hein, tout ce qui va être ventilation assistée. Et puis derrière ça, la plus grosse problématique qui est restée, c'est les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les tendinites, les hernies discales, tous les problèmes de dos, d'épaule, de main, les problèmes de canal carpien. Tous ces problèmes-là sont devenus majeurs, aussi en partie dus à l'automatisation des process de production. Quand on a commencé à automatiser les process de production, les postes manuels sont devenus des postes où on doit travailler d'une façon très cadencée. Hein. Il y a moins de gens qui font des tâches très pénibles, porter des charges très lourdes parce que c'est des manipulateurs, des robots qui le font, faire des actions très rapides, mais on est obligé de cadencer le travail. Et c'est très pénible, en fait, pour une personne de travailler en faisant toujours le même geste, avec une façon cadencée, c'est-à-dire un geste tous les 10 secondes, un geste toutes les 20 secondes. Alors qu'avant, les gens, de temps en temps, allaient un petit peu plus vite pour aller fumer une cigarette, ce qui n'est pas très bien, mais quand même, ou pour se reposer un petit peu et faire leur rythme de travail. Et ça a généré aussi des troubles musculo-squelettiques. Alors on va regarder un peu comment on peut le faire et notamment comment les exosquelettes peuvent accompagner la diminution des risques et des troubles musculo-squelettiques. Donc les enjeux, c'est quoi ? Alors on va regarder quels sont les apports et les contraintes des exosquelettes, comment on va travailler à l'adaptation du poste de travail, et puis comment on peut, qu'est-ce qui va se passer demain dans le monde des exosquelettes. Pour parler un petit peu, présenter un peu les exosquelettes, j'ai mis 3 slides qui présentent pour moi les 3 grandes catégories d'exosquelettes. Le premier, c'est les exosquelettes militaires, l'homme, le surhomme. Hein. On le voit dans les films de science-fiction, mais ça existe. Hein. C'est-à-dire que des équipements qui vont permettre à un soldat de porter 60 kilos, de sauter par-dessus un mur, de passer dans l'eau. Voilà, hein, c'est des choses qui existent. Il y en a quelques-uns dans le monde. Ça coûte une fortune, mais c'est des robots. Hein. C'est Avatar, hein, la personne qui est dans son robot et qui fait les mouvements pour lui. Le deuxième grand axe qui a démarré aussi les exosquelettes, c'est le handicap. Hein, aujourd'hui, il existe également des exosquelettes qui permettent à un paraplégique, donc quelqu'un qui n'a plus l'usage du bas du corps, donc des jambes notamment, de marcher. Hein, ça, il y a 5 ou 6 entreprises dans le monde. Il y a une entreprise française qui a développé des produits comme ça. Et demain, si on veut parler un tout petit peu de l'avenir, il y aura aussi des exosquelettes pour permettre à des tétraplégiques, donc des personnes qui n'ont plus l'usage ni des membres supérieurs ni des membres inférieurs, hein, c'est le film Intouchable,
que beaucoup ont dû voir, permettent de les faire marcher. Comment? En captant les signaux du cerveau et en pilotant le robot que porte la personne, hein, ça on peut dire que c'est un robot, le robot que porte la personne, par la pensée, il va dire je veux me lever et le robot va faire les mouvements pour accompagner la personne pour se lever. Je veux marcher, je veux monter un escalier, je veux m'asseoir. Donc voilà. Alors je ne parlerai pas plus de ces domaines-là parce que je n'y connais pas grand-chose de plus que ce que je vous montre là. Ce n'est pas mon domaine. Moi je travaille sur les exosquelettes dans le monde du travail, donc les exosquelettes professionnels, pour diminuer les troubles liés au travail des personnes. Aujourd'hui, on a, nous, dans notre gamme, hein, je ne suis pas pour faire de la pub pour nous, juste pour vous montrer une gamme d'exosquelettes. Le premier, c'est un exosquelette de posture. On appelle ça un ergosquelette. D'accord? Donc, c'est pour l'ergonomie de la personne. Des personnes qui sont très souvent à faire des travaux où ils doivent se pencher, se relever, prendre une caisse, aller la mettre dans des rayonnages, travailler penché. Dans la région, il y en a beaucoup qui font... il y a beaucoup d'exploitations de fruitiers et de vignes. Bah, quand je taille la vigne, je suis sur des rangs complets où j'ai une position penchée. Bah, cet exosquelette va m'aider à faire les bons mouvements, à faire la bonne posture. La mauvaise posture, quand on se penche, c'est de garder les jambes droites et d'arrondir le dos. Ça, c'est très dangereux parce que ça génère une ouverture, hein, un décalage des vertèbres qui s'ouvre et le disque vertébral, intervertébral, a tendance à vouloir sortir. C'est ce qu'on appelle une hernie discale. Donc, il faut éviter de faire ça. Le meilleur mouvement, c'est de plier les jambes et de descendre en gardant le dos droit. Ce n'est pas toujours facile à faire, ce n'est pas toujours possible à faire, mais c'est ce qu'il faut faire. Cet exosquelette, il va inciter la personne à faire ça. C'est-à-dire que ça sera plus facile pour la personne en portant ça de se pencher en faisant ce mouvement-là que de se pencher en faisant ce mouvement-là. Le système va aussi l'aider à se relever. Vous voyez, on n'est pas sur l'exosquelette qui va renforcer la personne, hein. On n'est pas sur l'exosquelette qui va faire qu'au lieu de porter 25 kg ou 10 kg, je suis capable d'en porter 50. Ce n'est pas du tout l'objectif de nos exosquelettes. C'est de permettre aux gens de faire ce qu'ils font dans le cadre des lois et des normes de port de charge ou de fréquence de charge, etc., de façon plus protégée. Le deuxième, c'est juste un exosquelette pour le cou. Alors vous voyez, c'est très simple, hein. Un exosquelette, ce n'est pas forcément un robot. C'est un appui-tête portatif pour les personnes qui travaillent tête en arrière, hein, qui regardent, qui travaillent sur un plafond et qui ont la tête en arrière, par exemple. Ben, on va les accompagner pour leur faire un appui-tête. Le troisième, c'est un dispositif qui permet de soulager les postures, les bras levés. Très compliqué de travailler longtemps avec les bras levés, hein. Les peintres savent ce que ça veut dire. Toutes les personnes qui accrochent des pièces sur des convoyeurs aériens, toutes les personnes qui remplissent des étagères dans des supermarchés, voilà, travaillent avec les bras levés. Toutes les personnes qui font de la traite des vaches sont amenées à positionner le dispositif de traite sur le pied de la vache avec les bras tendus devant, en portant une charge moyenne, mais de façon très répétitive. Et là, on va venir soulager ça. Le quatrième, c'est une chaise assis debout. Là, je suis là, j'aurais pu la mettre sur moi, et puis je vous ferai la conférence assis, mais je pourrais me déplacer et puis me rasseoir après, hein. C'est une chaise qu'on porte sur soi et qui va venir faire l'assise, réglable évidemment en hauteur, au fur et à mesure. Ces 4 exosquelettes, c'est des exosquelettes que l'on appelle passifs. C'est-à-dire que là aussi, il faut se retirer de l'idée que l'exosquelette, c'est un gros machin électronique et tout. Il n'y a aucun apport d'énergie, si ce n'est l'énergie interne du produit. L'énergie interne, ici, vous avez des élastiques. Ici, vous avez une lame de ressort en matériaux composites. Ici, vous avez des vérins à gaz, un peu comme les vérins du coffre d'une voiture, vous voyez, les vérins qui font équilibrer le coffre quand on le lève et qui le lève tout seul, voilà, qui sont intégrés dedans. C'est les mêmes vérins qu'il y a d'ailleurs dans les chaises de bureau, hein, qu'on monte et qu'on descend. Donc on n'amène pas d'énergie. Les 2 autres sont des exosquelettes actifs, donc là qui ont besoin
d'une énergie externe, en l'occurrence ici de l'électricité. Donc c'est des systèmes qui marchent sur batterie. Le premier, c'est un exosquelette pour protéger le dos. C'est un exosquelette qui va venir détendre la pression entre les vertèbres. Je vous disais tout à l'heure que quand je me penche mal, j'écarte les vertèbres, mais quand je porte une charge lourde, mes vertèbres elles viennent s'écraser l'une contre l'autre, et au milieu des deux vertèbres, vous avez un disque, hein, et ce disque, il a deux fonctions principales, c'est un amortisseur, comme sur les voitures, et c'est un roulement. C'est-à-dire que ça fait que les vertèbres ne se touchent pas entre elles et que les fluides qui doivent passer peuvent passer, ou protéger aussi le passage des nerfs, etc. Et puis c'est un roulement qui permet aussi que les vertèbres puissent tourner un petit peu l'une par rapport à l'autre. Si c'est écrasé, eh ben c'est comme une voiture qui n'a plus d'amortisseur. Chaque fois qu'on passe sur une bosse, ben ça tape. Donc là, l'exosquelette, il va venir se positionner entre le bassin et les côtes, et il va venir avec ses moteurs. Là, vous avez 4 petits vérins électriques, ici, qui vont venir tirer un petit peu, hein, qui vont venir faire ça. D'accord ? Et donc, libérer un peu la pression, hein, diminuer la pression entre les vertèbres. Le dernier, alors celui-là, il est magique, c'est un gant bionique. Votre main va faire le mouvement et c'est le gant qui va faire le serrage. Donc là, on travaille sur les troubles musculo-squelettiques de la main, le canal carpien principalement, ou les tendinites du pouce, l'arthrose. Et là, vous avez des capteurs sur chaque doigt, vous avez des tendons artificiels dans les coutures du gant et des moteurs qui viennent tirer ces tendons pour fermer votre main dès que vous êtes en contact avec l'objet que vous voulez prendre. Là, je peux vous dire que c'est vraiment magique. Alors, les évolutions dans les exosquelettes, pour ne pas perdre trop de temps, au départ, les exosquelettes, ils ont été conçus en se disant « il faut que j'adapte un poste de travail ». Alors, adapter le poste de travail, c'est la première chose à faire dans une entreprise quand on sait qu'on a des salariés qui ont mal quelque part. Hein, on va faire en sorte que leur table de travail puisse s'ajuster en hauteur pour qu'ils soient dans une bonne position. On va faire en sorte d'essayer d'éviter qu'ils aient besoin en permanence de se retourner ou de se baisser. Hein, on va faire amener les pièces à bonne hauteur pour les prendre à bonne hauteur. Donc ça, c'est de l'automatisation, c'est de la mécanisation. Ça n'a rien à voir avec les exosquelettes. Mais parfois, c'est difficile de remplacer. Et un des premiers exosquelettes, on le voit beaucoup en ce moment, si vous regardez un peu le rugby, c'est les caméramans. Hein, les caméramans qui doivent suivre les mouvements et se déplacer sur le terrain. Alors vous avez les caméras qui sont sur des fils au-dessus du terrain, mais ils ont cet appareil-là qui fait que c'est plus leurs bras qui portent la caméra. Les caméras comme ça pèse 8-10 kilos. C'est le corps. Hein. Or, le but, c'est souvent de ramener sur le bassin les efforts, parce que c'est les jambes qui sont les organes les plus capables de porter de la charge dans le corps humain. Et donc, du coup, on détend aussi les vertèbres, puisqu'on vient en dessous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un Steadicam. C'est un des premiers exosquelettes que j'ai vu, moi, quand j'ai commencé dans ce métier-là. Puis après ça, il y a eu des exosquelettes pour des postes de travail très particuliers, pour tirer du sable, des graviers ou du bitume sur les routes. Voilà. Mais cet exosquelette, il sait faire que ça. Donc évidemment, le marché est assez limité. Après ça, on a fait des exosquelettes pour s'adapter au contexte du travail. Donc, je travaille les bras en l'air. Donc, je fais un exosquelette pour travailler les bras en l'air. C'est la plupart des exosquelettes que je vous ai montrés avant. Aujourd'hui, on est surtout dans cette phase-là. J'ai besoin de travailler assis debout. J'ai besoin de tenir un outil longtemps et vibrant, par exemple, et ça me fait mal à la main. Donc, je fais un gant, je fais une chaise, je fais un dispositif bras levé. Ça a été la deuxième phase des exosquelettes. C'est celle, on est essentiellement dans cette phase-là aujourd'hui. La phase maintenant, donc adaptation, posture penchée, posture bras levés, mouvement répétitif, position assis debout. Et donc là, on travaille, on vise quel groupe musculo-squelettique je veux préserver. Les épaules, le cou, le dos, les jambes, les genoux, les coudes. Et puis,
Aujourd'hui, la phase, c'est l'adaptation à l'individu, non plus au poste de travail, mais à la personne en elle-même. Parce que quand on regarde ces exosquelettes qu'on a vus avant, eh ben, ça, c'est les typologies de morphologie des hommes et des femmes. Vous voyez qu'il y a 6 catégories de morphologie principale, hein, les morphologies des personnes qui sont plutôt un corps en X, donc là souvent les sportifs, hein, les épaules larges, ou en V pour les garçons, hein, souvent en V, donc le sportif, le nageur, hein, vous regarderez, c'est des épaules comme ça, et puis après ça, ça descend en V. Sur les femmes, la même chose, c'est plus souvent en X, hein, avec les hanches qui sont un peu plus larges en règle générale. Et puis, il y a des gens qui sont maigres, des gens qui sont gros, il y a des gens qui sont grands, des gens qui sont petits. Comment je fais pour que mon exosquelette, il aille à tout le monde et il aille et pas seulement au poste de travail, mais à l'individu que l'on cible et que l'on veut protéger. Et puis enfin, pour comprendre un petit peu la méthodologie de travail que l'on doit adopter pour introduire des exosquelettes dans le monde du travail, c'est pas aussi simple que « Ah, regarde, je suis passé de la grosse visseuse lourde avec électrique avec son câble qui m'empêche d'aller loin à la visseuse portative. C'est toujours une visseuse, c'est toujours en appuyant sur une gâchette que je fais tourner le forêt et ça ne change pas grand-chose. » Là, je vais venir vous embêter. Je vais venir vous mettre sur vous un dispositif qui pèse un certain poids, qu'il faut régler à sa taille, on l'a vu juste avant, qu'il faut mettre, qu'il faut retirer. Donc toutes ces problématiques de combien de temps il me faut pour le mettre, combien ça pèse, est-ce que ça me fait transpirer, hein, je rajoute quelque chose par-dessus moi, un harnais, un vêtement parfois. Donc est-ce que je vais pouvoir travailler dans le contexte de mon emploi par rapport à ça. Donc la première étape que l'on fait nous toujours quand on aborde une entreprise qui nous questionne sur les exosquelettes, c'est d'essayer de comprendre la situation. Pas de comprendre ce que fait l'entreprise, ça, bon, c'est intéressant. Comprendre ce que fait la personne sur le poste de travail qui est pénible pour elle dans l'entreprise. Après ça, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut améliorer l'ergonomie du poste de travail avant de passer à l'exosquelette, hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, des gens qui font de la manutention de sacs de ciment, par exemple, si on peut amener le sac de ciment à hauteur de bras avant de passer à l'exosquelette, c'est quand même déjà beaucoup mieux que d'aller le chercher au sol. Par contre, la personne, elle aura peut-être toujours à le prendre et à porter ses 25 kilos pour les poser à côté. Donc là, on peut l'aider. Mais on n'a pas les mêmes problématiques. Donc derrière ça, on sélectionne l'exosquelette qui peut être celui qui convient à ce travail-là par rapport à la gamme que l'on a. Des fois, on n'en a pas, hein. Et puis ensuite, ce qui est très important, c'est d'évaluer. Donc de demander à la personne, on a des petits questionnaires, sur un niveau de 1 à 10, vous me dites que vous avez mal à l'épaule quand vous travaillez, vous diriez quoi? Vous diriez 2, 3, 5, 9, 10 hein, 10, c'est insupportable, donc là, on arrête de travailler. Mais voilà. Et puis maintenant que vous avez l'exosquelette, vous diriez quoi, hein? Vous diriez, je suis passé de 8 à 4, ok, c'est déjà un énorme progrès, hein. Donc, évaluation de l'utilisation. Est-ce que vous arrivez à le mettre facilement? Est-ce que ça ne vous gêne pas? Est-ce que vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire? Et puis, un temps d'appropriation. Donc, on a une méthode aussi en disant, la première fois que vous l'utilisez pas plus d'1 heure. Puis si ça s'est bien passé, vous allez pouvoir l'utiliser 2 heures le jour d'après. Puis au bout de 10-15 jours, vous allez pouvoir l'utiliser tout le temps où vous en avez besoin dans votre temps de travail. On n'a pas forcément besoin tout le temps. Je parlais de la traite des vaches tout à l'heure. La traite des vaches, c'est 1h30 à 2 heures le matin, 1h30 à 2 heures le soir. Le reste du temps, j'en ai pas besoin. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je crois que je suis à peu près dans les temps qu'on m'avait impartis. Maintenant, si certains ou certaines veulent poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Alors, juste... oui, c'est bon. Déjà une question? Eh bien, parfait. Vous dites qu'avant, les exosquelettes étaient adaptés au poste de travail et que maintenant, ils sont adaptés aux individus. Donc, ça veut dire que ça va devenir des équipements individuels?
Ou ils seront réglables et ajustables à toutes les morphologies de personnes? Alors, mon rêve, mon rêve, c'est que par rapport à que là, les personnes qui vendent des vêtements de travail soient capables, dans 5 ans peut-être, de vendre des vêtements de travail qui seront exosquelettes. Donc qui seront à la taille de la personne. Alors, on reste en prêt-à-porter, hein, on n'est pas sur du sur-mesure, mais et que ça soit le vêtement de travail lui-même qui est des petits moteurs intégrés, des systèmes intégrés. On n'en est pas là. Aujourd'hui, on est dans cette deuxième phase où on est plutôt adapté à la zone musculo-squelettique et à la posture utilisée qu'à la personne en elle-même. Aujourd'hui, on fait toute une réflexion sur un groupe de travail national sur cette problématique-là, comment passer de cette phase-là à la phase l'exosquelette pour l'individu, en tenant compte de tous les paramètres individuels. Mais on avance là-dessus et on n'y est pas encore. Et les aspects financiers, parce que, je ne sais pas, vous avez un ordre de prix sur les différentes gammes entre les inactifs et les actifs? Oui, alors pour vous donner un ordre d'idée, là, les exosquelettes que je vous ai présentés, ils sont vendus entre 350 et 6500 euros. Voilà, la gamme. 350, ça va être l'appui-tête portatif. Vous avez une gamme sur la posture qui est en dessous de 1000 euros. Vous avez les gammes plus mécaniques, donc le siège et les bras levés qui sont entre 3 et 4000 euros. Et vous avez les exosquelettes actifs, donc la ceinture active et le gant qui sont autour de 6500 euros. Voilà, c'est ça les ordres d'idées. Après ça, si vous m'en demandez 1000, on fera un prix. Ouais. Bonjour. Bonjour. C'était pour savoir, est-ce qu'en gros c'est une prothèse ou pas? Alors non, c'est pas du tout une prothèse. Une prothèse, c'est le remplacement d'une partie du corps. C'est une jambe artificielle, c'est une main artificielle. Là, ça va plus ressembler à une orthèse, donc quelque chose qui va venir par-dessus et soulager. Moi, j'en porte une parce que j'ai des problèmes de troubles de la main, justement. Donc j'en mets une quand j'ai un peu mal. Donc c'est un peu comme un bandage. Ça va ressembler plus à une orthèse qu'à une prothèse. Mais c'est une bonne question parce qu'on me demande souvent si ça peut remplacer un membre. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, est-ce que ça appauvrit les muscles? Alors, ça c'est une fausse idée. On se pose toujours cette question, notamment, il y a une grosse discussion sur les ceintures lombaires médicales pour savoir si, oui ou non, ça diminue la masse musculaire. Il y a un gros débat. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, la ceinture musculaire, la ceinture lombaire que l'on a, et là, on a fait des études cliniques autour de ça, ne diminue pas la masse musculaire. Et je vais vous dire au contraire, je vais vous donner un exemple. On a un maréchal Ferrand qui s'est équipé avec ce matériel-là. Il a 40, il doit avoir à peu près 50 ans maintenant, ça fait 3 ans qu'il a le système. Il était sur le point d'arrêter. C'est un métier absolument très très pénible pour le corps parce qu'on est sur vous l'aviez tout à l'heure sur la chaise assis debout aussi. Il a dit je vais arrêter, je vais devenir prof je vais rentrer pour être prof dans des écoles de maréchalerie, choses comme ça, je peux plus. Puis il a essayé ça. Il a dit mais c'est fantastique, j'ai plus mal. C'est quelqu'un qui disait je dors plus la nuit, j'ai du mal à dormir le week-end, je fais rien parce que tout me fait mal. Il a mis la ceinture, il a dit 1, j'ai plus mal. 2, je recommence à faire de l'exercice. Il a perdu 15 kilos. Il a remusclé ses muscles profonds, ses abdos. Et il a changé de vie, quoi. Enfin, et il continue maintenant. Alors lui, c'était il avait les douleurs déjà. Il a 2 apprentis. Il en a acheté pour ses 2 apprentis en prévention en disant je veux pas que tu sois comme moi dans 15 ans, quoi. Donc après, il peut y avoir des répercussions. Je porte 2 kilos pendant toute la journée, par exemple. De plus, ça augmente un peu mon rythme cardiaque. C'est 2 kilos que je porte. Mais par contre, si ça me soulage mes bras, ça me soulage 8 kilos sur les bras, c'est énorme, quoi.
la balance bénéfice-contrainte, ça marche si elle est vraiment très positive du côté bénéfice. Mais sur la démusculation, non, il n'y a vraiment pas d'éléments qui pourraient même tendre à penser que ça le ferait. Et si j'ai bien compris, donc du coup, chaque opérateur doit avoir son propre exosquelette. Parce que Non, ça dépend des Non. exosquelettes. Il y a des exosquelettes, celui pour la posture, là, pour se baisser, se lever, oui, il est tellement près du corps, on va transpirer dedans et tout, c'est pas du tout agréable de le passer au gars qui fait la tournée d'après. Et puis, bon, il n'est pas très cher. Les autres exosquelettes peuvent très facilement se passer d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, parce qu'on est justement dans cette gamme où on a, nous, 1-2 tailles, bon, on a 2 tailles différentes, par exemple, pour le système bras levé. Bon, du moment qu'on est dans la même gamme, hein, c'est-à-dire qu'on est soit entre 1m45 et 1m70, soit entre 1m70 et 2 mètres, la même personne peut le porter. On peut avoir chacun éventuellement son harnais, c'est des choses qui se démontent très facilement et se remettent très facilement. Et puis tout ça se lave aussi, hein, ça passe à la machine. Pour les gants, bah, vous avez votre gant, votre gant individuel. Par contre, tout le système électronique, le boîtier de commande, etc., il va être commun à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. L'heure tourne. Alors peut-être une dernière question. Allez, vous avez levé la main en premier. Je vous ai vu. Merci. Ma question, c'était est-ce que vous craignez pas justement une augmentation des charges de travail, c'est-à-dire qu'un employeur il se dit ah bah ça va, s'il peut faire plus vite, il peut porter plus lourd, enfin ce genre de logique-là, est-ce que vous craignez pas ça justement? Alors, nous, dans la méthodologie qu'on a là, c'est un prérequis. C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour porter plus lourd. Alors ça, jamais on accepte de dire OK. C'est pour faire le même travail dans de meilleures conditions. De temps en temps, le système va permettre d'améliorer un peu la productivité. Je prends un exemple qu'on a vraiment au sein de Naval Group, donc qui fabrique les bateaux militaires français, enfin en France. Ils font de la soudure bras levé. Ils font de la soudure de plancher. Ils sont dessous, donc ils travaillent avec le bras levé. S'ils n'ont pas l'exosquelette, ils vont tenir 3 minutes, 4 minutes pour faire un cordon de soudure, et puis après ça, ils vont baisser le bras, et puis ils vont le relever. Tout ce temps de je le baisse, je le relève, c'est un petit peu de temps où ils ne font pas de soudure. S'ils peuvent tenir un quart d'heure, ils vont gagner un peu de temps. Donc, et puis, quand je m'arrête, il faut que je redémarre une soudure, quand c'est un même cordon, je risque de faire un petit défaut, puis il faut que je meule. Donc je vais aussi gagner de la productivité parce que je n'aurai pas à faire cette petite reprise. Et puis je vais gagner en qualité parce que je ne vais pas risquer de faire un défaut à cet endroit-là. Voilà, c'est tout. Mais ce n'est vraiment pas le but premier. Et Merci.